Les retraites, encore et toujours, mais aussi les municipales qui se profilent et qui sont bougrement importantes pour un parti qui ne va pas bien, qui s'appelle le Parti Socialiste. C'est avec Luc Carvounas que nous sommes ce matin, qui est député du Val-de-Marne et candidat à la mairie d'Alfortville. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour Yves Tréhard et bonne année. Merci, bonne année à vous. Alors, le Premier ministre a repris la balle au bond, celle qui a été lancée par Laurent Berger, en disant bah oui, une conférence sur le financement, on peut faire une conférence sur le financement, rendez-vous vendredi avec les forces syndicales. Ça vous paraît être une bonne chose ? Si je peux me permettre, d'abord, avant de prendre cette soi-disant balle au bond de Laurent Berger, certes qui existe, il a surtout récupéré la patate chaude de la part d'Emmanuel Macron au soir de ses vœux, quand il a dit je mandate finalement mon Premier ministre pour trouver une solution rapide. Le même Emmanuel Macron qui tensait son Premier ministre quand il parlait d'un âge pivot il y a quelques mois, toute cette cacophonie, les gens ne comprennent plus rien, à commencer par les syndicats réformistes qui, depuis des mois, évoquaient la ligne rouge à ne pas franchir. Ouais. Elle a été franchie par le Premier ministre dans son expression au CESE, on s'en souvient. Aujourd'hui, il y a cette conférence de financement, ok, mais alors pourquoi déjà avoir attendu jusqu'à le 10 janvier, quand on aurait peut-être pu avoir un compromis, ou en tout cas une vraie avancée, comme le dit le gouvernement, avant Noël, pour éviter que nos compatriotes se retrouvent dans cette galère au quotidien pour aller travailler. Tout le monde n'était pas en congé. Et puis, permettez-moi, je pense que c'est de l'enfumage. Pourquoi ? Je pense que c'est de l'enfumage. Cette conférence ? En tout cas, la manière dont elle va être posée, parce que j'ai bien écouté les mots ont du sens d'Édouard Philippe. Il n'a pas dit qu'il abandonnait l'âge pivot. Et puis, Édouard Philippe, sur le perron de Matignon, a dit surtout il faut voir le format de cette conférence et le mandat qu'on lui donne. Ça va être décidé vendredi. Et il l'a répété 2 fois. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale va être saisie du texte qui arrive au Conseil des ministres le 24 janvier, je crois. Mi-février. Et mi-février, 17 février, pour une semaine à l'Assemblée nationale, en procédure accélérée. Oui. Pourquoi on fait une procédure accélérée sur un sujet aussi sensible, qui visiblement est extrêmement compliqué, on pourra en reparler. Si dans le même temps on fait une conférence. Si dans le même temps le corps nous dit que les premiers problèmes de financement arrivent en 2025, pourquoi cette précipitation ? Est-ce qu'il faut abandonner la Je vais aller même plus loin. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut reprendre les cases de l'action. Rien n'est pour rien en Macronie dans ce gouvernement. Il ne faut pas croire que les choses s'emboîtent de cette manière-là, de manière non programmée. Il y a quelques mois, Yves Tréhard, Bruno Le Maire a présenté une loi extrêmement technique sur les plans épargne-retraite privés où on ouvre finalement le marché de manière assez conséquente. Comme par hasard, on apprend par le canard enchaîné que BlackRock est reçu en grande pompe à l'Élysée. Vous croyez qu'il y a du lobbying de BlackRock ? Mais moi, ce que je crois, c'est qu'au regard de ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie idéologie. C'est leur choix. C'est une idéologie libérale. C'est quoi cette idéologie ? Celle de transformer, quoi qu'ils en disent, la retraite par répartition en retraite par capitalisation. Mais qu'est-ce qui... Ce que je viens de vous Ils sont expliquer expliqués là-dessus, c'est complètement... Ah oui ? Ce sont des fabrications de l'esprit, là. Parce que quand nos compatriotes vont se rendre compte, comme en Norvège et dans d'autres pays, que finalement ce système universel fait diminuer les pensions de retraite, vous croyez qu'il ne va pas y avoir d'autres dispositifs qui vont venir toquer les campagnes de publicité ? On se dirige vers la retraite, vers capitalisation ? Oui, les campagnes ont déjà commensé de la part de ceux qui veulent en bénéficier. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait à l'époque, vous verrez avec ces gens-là, en parlant des grandes finances mondiales, ils en voudront toujours plus. Emmanuel Macron leur ouvre toutes les portes. Collusion entre BlackRock et Emmanuel Macron ? Collusion entre le président de la République, le gouvernement et les puissances financières, et notamment avec BlackRock, tout à fait. Il ne fallait pas conduire cette réforme, pour laquelle d'ailleurs la CFDT était plutôt favorable, sur un régime universel qui consiste à rassembler tout le monde dans le même régime ? C'est peu dit, la volonté d'Emmanuel Macron de faire ce système universel, au regard de ce qui se passe dans les autres pays où il y a un système universel, les autres pays ont conservé pour autant la branche pour le privé, pour le public, pour les indépendants. Ce n'est pas ce qui est proposé avec le système en France. C'est vraiment tout le monde dans le même pot commun. Vous estimez qu'il faut un régime différent pour le public et le privé ? Bien sûr. Sauf que là, c'est quand même le privé qui va encore en faire les frais. Si on regarde bien toutes les concessions qui sont faites, elles sont faites pour les fonctionnaires ou les agents publics. Yves Tréhard, vous êtes un observateur politique extrêmement pointu. Quand on nous dit, parce qu'on veut toujours opposer les uns aux autres, regardez, les 42 régimes spéciaux, c'est 9 milliards payés de la poche des contribuables pour compenser. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire quoi, cette histoire des 9 milliards, quand on parle des métiers, des services publics dont on a tous besoin, au regard de ce qui est décidé depuis le début de ce quinquennat? C'est aussi une position idéologique sur la répartition des richesses. Rien que la disparition de l'ISF, qui ne concerne que 360 000 foyers fiscaux, qui bénéficient tous, à minima, d'un avantage pour 80% d'entre eux, entre 40 000 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros de plus dans leur poche chaque année. Vous ne croyez pas que ces 4 000 milliards sur un quinquennat, c'est 20 milliards? On ne pouvait pas les mettre à bon escient autrement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas vrai que le système des retraites en France est en danger à partir du moment où on fait un choix de répartition des richesses qui est différent. Pour autant. Et je finis mon explication, elle est importante parce que je ne l'entends pas. Quand Emmanuel Macron a fait ce coup de com' intelligent, pourquoi pas, de dire « Allez, j'exonère la taxe d'habitation pour tout le monde ». Donc il dit à nos compatriotes « Vous allez gagner de votre pouvoir d'achat ». Acte 1. Sauf que la réalité, c'est que le gouvernement doit, avec ses décisions de com' politique, trouver chaque année 28 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et d'un côté, avec ce trou de 28 milliards, on dit aux gens « Mais c'était pour que vous gagniez votre pouvoir d'achat », sauf que maintenant, on nous dit « Pop, les retraites sont en danger, donc on va diminuer vos pensions ». Vous croyez que c'est logique, ça? Demain, il y aura une manifestation nationale, bien sûr, appel de la CGT. Est-ce que vous allez manifester? Bien sûr, j'ai fait toutes les manifestations, le Parti Socialiste… Ce n'est pas le cas de la CFDT, sauf CFDT cheminot. Oui, mais moi je suis un responsable politique. Donc vous êtes plutôt Martinez que le Berger, vous? Mais non, ça c'est réducteur. Moi je suis plutôt de soutien au retrait de ce texte. Vous êtes pour le retrait total du texte? Je suis pour le retrait du texte face à la brutalité que l'on vit depuis plus de 36 jours, pour que l'on se remette à bon escient autour de la table. Parce que quand même, j'aurais entendu quoi dans le dernier quinquennat face à un Delevoye qui, pendant 2 ans, soi-disant, a mené des négociations? Vous avez vu la pétaudière dans laquelle on est entré? C'est soit de l'amateurisme, soit c'est du cynisme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à la tête de ce pays depuis maintenant quelques années. Il faut reprendre le travail sur la table. D'accord. La gauche, il y a eu des initiatives pendant le mois de décembre, justement, pour essayer de rassembler les différents partis de gauche. Il y a eu des réunions, une à Saint-Denis, notamment. Vous y participiez? Je n'y étais pas, non. D'accord. Est-ce que vous pourriez, la gauche, le PS, les écologistes, ou certains d'entre eux, le Parti communiste, la France insoumise, Génération, est-ce que vous pourriez vous rassembler? Je le souhaite. Et moi, c'est l'occasion? De là où je suis… Mais ce n'est pas le cas. En tous les cas, vous vous voyez, mais il n'y a rien de concret. Ah non, c'est pas vrai. À l'Assemblée nationale, nous avons saisi ensemble, les 62 parlementaires de gauche, le Conseil constitutionnel, notamment sur la loi travail, quand il a fallu le faire, ou sur la SNCF. C'est ensemble qu'on a lancé encore récemment une nouvelle pétition après celle commune d'ADP pour nos retraites, qui sont aujourd'hui à plus de 110 000 signataires en quelques jours. Moi, mon ADN, c'est le rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, on a compris qu'il ne suffit plus de dire « allez, on se rassemble ». De toutes les gauches? De toute la gauche. Y compris la France insoumise. Mais moi, je ne crois pas à cette version que j'ai entendue vis-à-vis de laquelle, et pourtant, on ne peut pas me taxer à l'époque de ne pas avoir été à ses côtés. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables, ça n'existe pas. S'il y a plusieurs droites, la droite républicaine et la droite extrême, il n'y a qu'une seule gauche à mes yeux. Et moi, toute ma vie, politique et militante, a été dans ce rassemblement de la gauche. Et permettez-moi de vous dire que je vais être vous avez dit que j'étais candidat à la mairie d'Alfortville, je rassemblais toute la gauche, dont les écologistes. Donc il faut à un moment donné que l'on sache, sur la question de l'accueil des migrants, sur la question du logement, sur la question des solidarités, des services publics, sur toutes ces questions-là, la question de l'écologie populaire, on ne va pas dire que la gauche ne peut pas se rassembler. Je disais que vous étiez candidat à l'élection municipale à Alfortville, en tête de liste, Parti socialiste. Ouais. Le Parti socialiste qui n'est pas en très bon état, mais il compte encore beaucoup d'élus locaux. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour lui de se refaire une santé? D'abord, je vous donne rendez-vous les 15 et 22 mars, et je crois, en tous les cas, le travail est mené en tant que tel au moment où je vous parle, pour que tous les maires socialistes et les maires de gauche en général sortants vont être réélus. Vont être réélus parce que la chimère de la République en marche, qui n'existe que sur des centaines de milliers de clics, et on l'a vu récemment, ils ont voté sur leur statut, 4% de participation, 17 000 votants. Et ça, on me dit que c'est le premier parti de France. Donc à un moment donné, il faut être molto. Et moi, je vous donne rendez-vous. Oui, la gauche va montrer qu'elle existe dans les territoires. Et pourquoi je me présente à la mairie d'Alfortville? Parce que je pense que face au gros travail que l'on a à faire de confiance à recréer avec les Français, cela
viendra à front renversé pour moi, non plus de la politique nationale, de l'Assemblée nationale, par des politiques publiques territoriales innovantes. Vous êtes prêt à abandonner le Palais Bourbon et l'Assemblée nationale? Écoutez, j'ai été 6 ans sénateur. Si je suis élu maire, j'aurais été 3 ans député. Je serais surtout fier que ma suppléante, qui a 29 ans, devienne une des plus jeunes députées de l'Assemblée nationale et qui, en plus, Sarah Taillebois, va être un cas d'école, parce qu'en parlant d'école, elle est élève à l'ENA au moment où je vous parle. Ce sera la première fois dans la République française qu'on aura une des plus jeunes députées de France et aussi à l'ENA. Donc, vous voyez, le job du renouvellement, il existe à tous les étages. Le Parti socialiste continue sur la voie de la technostructure et a vraiment abandonné le peuple. Alors, le Parti socialiste, là, comme je vous ai présenté un truc super bien, là vous essayez de me renvoyer la balle de manière négative, c'est pas sympa. Non, le Parti socialiste surtout, il se renouvelle parce qu'il faut avoir de l'intelligence. Comment on en sort de ce conflit-là? Vous parliez tout à l'heure d'une pétition. Oui. Est-ce que cette pétition peut parler aboutir du conflit social actuel? Oui. Comment on en sort? C'est pour un référendum, cette pétition? Non, c'est pour faire le rapport de force avec le gouvernement d'abord et avant toute chose. Comment on en sort? Mais c'est au gouvernement de nous le dire. C'est le gouvernement qui s'est mis lui-même dans ce corner. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il a reproduit finalement la même erreur politique il y a 1 an au moment du lancement du conflit social sur les gilets jaunes, sur la taxe carburant, où il ne souhaitait pas entendre la voix du peuple qui disait « on est inquiet ». Et il y a un climat anxiogène. Ça va polluer les élections municipales? Écoutez, je vais vous faire une référence. Vous vous souvenez la loi sur les rythmes scolaires en 2014? Ouais. Vous avez vu le résultat que ça a donné pour la gauche au municipal. Donc je leur souhaite bon courage à tous les candidats En Marche qui seront les candidats d'Emmanuel Macron qui veut saper nos retraites. Sauf qu'eux n'ont pas de sortant, par définition. Eh bien on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'entrant non plus. D'accord. On est avec Luc Carvounas, candidat au municipal au mois de mars, dans la bonne ville d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, et Alban Barthélémy qui s'installe. Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Luc Carvounas. Bonjour Alban. Je commence avec une question de Jean-Paul. Vous avez aidé à régulariser des travailleurs sans papier à Alfortville. Suffit-il de trouver illégalement du travail en France pour ensuite avoir des papiers, demande-t-il? D'abord, ces gens travaillaient. Ils étaient employés par Chronopost et la Poste, pas la Banque Postale. Moi, je suis fier que depuis le 11 juin, avec le maire d'Alfortville et moi-même, on s'est porté tout de suite solidaire de cette action. Et là où la préfecture avait pu nous attendre en demandant l'évacuation du piquet de grève pour des raisons sanitaires, notre réponse a été d'installer justement des sanitaires. Ça a coûté un peu à la ville en termes de solidarité. Chaque mois, ça avait un ticket d'entrée. Mais le fait qu'on n'ait pas lâché, que ces 26 salariés qui existent, c'est pas des... Ils sont légaux maintenant? Ils ont été régularisés par le nouveau préfet. J'en suis très heureux. On a un préfet en Val-de-Marne très à l'écoute des territoires. Et ils sont logés où? Ils sont logés où? Pour le moment, ils sont toujours sur le piquet de grève. Ils attendent pour la dernière équipe, parce qu'il y a d'abord eu 14 régularisations, là arrivent maintenant les 12 dernières. Et on a un rendez-vous le 15 janvier sur le piquet de grève justement à Alfortville, et après ils lèveront le camp. Autre question. Une question simple de François sur le Figaro.fr. Voulez-vous toujours une dissolution de l'Assemblée nationale? C'était le sujet qu'on avait évoqué il y a quelques mois ici même, au moment de la crise sociale des Gilets jaunes. Vous aviez dit que vous étiez très pro-dissolution. Visiblement, l'internaute l'a retenu. Moi, je pense que ça remettrait les compteurs à zéro. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le président gouverne pas avec une majorité de ses compatriotes qu'il dirige. Donc, il y a un sujet. Il y a eu un coup de maître d'Emmanuel Macron en mai 2017. Sauf qu'un coup de maître, ça ne suffit pas pour diriger un pays comme la France. Ça serait quoi la dissolution? Ça veut dire qu'on arrêterait la réforme des retraites? Je pense que ça renforcerait la gauche à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que 62 députés de gauche représentent la gauche qui n'est pas morte. Ce qu'est la gauche française aujourd'hui. Non, la gauche n'est pas morte. Le PS non plus. Et elle va le montrer en mars 2020. Cette année? Ouais. D'accord. Une question de Nathan. Monsieur Carvounas, vous êtes d'Alfortville. Pourriez-vous nous faire un retour sur les conséquences économiques des Jeux Olympiques afin qu'on sache ce qui nous attend? Alors, y a-t-il des conséquences pour Alfortville? Non, pour le moment, aujourd'hui, on fait partie des 500 communes qui ont été mis au rang de territoire JO 2024. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire pour des participations de moments olympiques, mais plutôt d'accueillir des équipes. C'est plutôt sur l'aspect, on va dire,
On a postulé, on a été élu dans ce cadre-là. Donc, si on peut, nous aussi, quelque part, participer à ce moment de liesse que sont les JO 2024, mais il n'y aura pas de répercussions économiques en tant que telles, si ce n'est des répercussions positives. Mais en tous les cas, si la question de cet administré, c'était est-ce que ça va coûter à la ville, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, lorsqu'on subit un harcèlement en ligne, on peut porter plainte, mais les procédures sont très lentes, nous dit Sophie. Elle vous demande comment améliorer cela. Elles sont plus que très lentes. Même quand vous, et ça a été mon cas encore récemment, vous faites insulter, sale PD, etc. Sur Twitter et que vous, malgré la loi Laetitia Avia, vous saisissez le Twitter, Twitter vous dit bah non, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Autre exemple très concret. Il y a à peu près 1 an, j'ai reçu de la part du parquet un classement sans suite de plaintes homophobes à mon encontre. Je me suis saisi, parce qu'on peut le faire quand on est un citoyen, comme tout citoyen, j'ai emmené cet homme au tribunal correctionnel, il a été condamné hier. C'est super compliqué. Je veux le dire, hein, ici en France, on peut vous expliquer qu'il y a plein de protections contre les discriminations, sur le sexisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, c'est pas vrai. Et moi, je suis député, j'ai été maire, je dois me battre comme un malade pour faire valoir mes droits et je ne laisse jamais rien passer. Je vais en faire un tweet hier, mais je me mets à la place de tous nos compatriotes qui sont seuls face à cette marée de saloperies qui se déversent sur les comptes sociaux ou ailleurs. Et ben, il faut un arsenal législatif plus dur, mais il faut aussi que la justice fasse son boulot. Parce que quand le parquet, dans l'exemple que je vous donnais me concernant, classe sans suite, mais que j'emmène parce que j'ai les moyens de le faire avec un avocat au tribunal correctionnel et tous nos compatriotes n'ont pas les moyens de faire ça, et ben, j'ai gain de cause. Vous voyez ? Petite question sur Carlos Ghosn. Il va y en avoir beaucoup de questions aujourd'hui. Il s'est enfui du Japon. Il est aussi français. Il est aussi libanais. Il s'est enfui au Liban. Est-ce que Carlos Ghosn, vous approuvez, 1, sa fuite, 2, est-ce que pour les faits qui lui sont reprochés en France, parce qu'il y a des instructions qui sont conduites en France, il doit être jugé en France? En tous les cas, je pense que le plus naturel, il a été un de nos grands patrons français, certes avec d'autres nationalités, brésiliens et libanaises. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va rentrer en France et qu'il sera face à la justice française. J'ai cru comprendre, mais je suis comme vous, on va voir ce qu'il va dire à 14h, qu'il y a eu un mauvais traitement de sa part, de la part de la justice japonaise. Moi, je ne connais pas la justice japonaise, donc c'est difficile pour moi de m'exprimer. Si j'avais un souhait, c'est qu'il ne reste pas au Liban comme s'il s'était mis finalement dans un endroit où il ne peut pas subir quoi que ce soit et qu'il rentre dans notre pays où on a une vraie notre justice est une justice d'état de droit. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement s'est suffisamment impliqué dans ce dossier? D'une façon ou d'une autre, hein? Sincèrement, je pense que le gouvernement a été dans le mouvement de ce que l'entreprise Renault elle-même, comme nous comme actionnaires, a souhaité mettre en œuvre à son encontre parce qu'il y a des suspicions de détournement de fonds publics, hein, donc on verra. Moi, j'en sais rien, je suis pas un procureur. J'essaie de ne pas m'immiscer dans les histoires de justice. Là, ça a un écho incroyable. C'était quand même une star planétaire. Il y a une dimension géopolitique quand même entre le Japon et la France là-dedans? Alors, j'ai quand même une intuition qu'il y a un sujet de compétition industrielle dans tout ça. C'est une intuition, après on le verra. Dernière question. Eh bien, une question de Martine sur le Figaro.fr, puisque en écho au sujet qu'on vient d'évoquer, elle demande pourquoi vous voulez revenir à Alfortville. Est-ce que vous ne seriez pas plus utile à l'Assemblée nationale pour traiter de ce sujet? C'est gentil, mais si je suis élu maire, je l'ai dit, je pense que je serai très bien remplacé dans l'hémicycle, parce que je crois en fait sincèrement que la gauche renaîtra au travers de politiques publiques territoriales innovantes, qu'on saura redonner une doctrine, on saura redonner de la confiance au travers de nos territoires. C'est pour ça que même vous, la presse, avec ce Parlement du non-cumul, je suis persuadé, je le vois bien, vous vous tournez de plus en plus vers des exécutifs locaux, des présidents de région, des grands-maires, des conseillers régionaux, peut-être autant désormais que les députés ou les sénateurs, ce qui veut bien dire que vous-même, la presse nationale, vous avez compris qu'il se passe quelque chose dans les territoires. C'est sur les territoires que se fait la politique? C'est dans les territoires qu'elle existe, parce que c'est d'ailleurs ce qu'a montré le conflit des Gilets jaunes. Le conflit des Gilets jaunes, pourquoi Emmanuel Macron a mis les maires au cœur de tous les débats? C'est parce que les gens finalement demandent là où ils vivent qu'on leur apporte des réponses sur la question du logement, des places en crèche, de la solidarité, du pouvoir d'achat. Et donc les maires qui sont le premier guichet républicain, ils seront les hussards de la République. Et moi ce que je veux, c'est que ces hussards de la République de gauche puissent recréer de la confiance auprès de nos compatriotes pour qu'un jour la gauche française, pas le PS, je parle de la gauche française, puisse diriger à nouveau ce pays. Merci Luc Carbonnas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Alban Barthélémy de vous être fait l'écho des internautes ce matin. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien, pour un nouveau talk.